La bataille de Jargeau, épisode crucial de la longue et complexe guerre de Cent Ans, se situe dans une période où le royaume de France cherche à reprendre pied après des décennies d'humiliation, de défaites et d'occupation. Lorsque l'année 1429 commence, la France est morcelée, épuisée, et la légitimité du roi, Charles VII, reste contestée. Dans ce contexte de doute et de crise, la cité de Jargeau, petite ville fortifiée située sur la rive gauche de la Loire, joue un rôle stratégique disproportionné à sa taille. En effet, contrôler Jargeau signifie assurer la communication entre Orléans, tout juste libéré, et les provinces du centre encore menacées par les forces anglaises. Avant d'aborder les événements de cette bataille, il convient de replacer les faits dans le cadre général de la guerre de Cent Ans. Ce conflit, débuté en 1337, trouve ses racines dans la rivalité dynastique entre les rois de France et d'Angleterre, les Plantagenêtes revendiquant le trône français par la lignée maternelle issue des Capétiens. Pendant près d'un siècle, cette querelle se transforme en une série de campagnes, de trêves et de reprises d'hostilités ponctuées de catastrophes militaires françaises, comme à Crécy, à Poitiers, puis à Azincourt. Après cette dernière défaite, survenue en 1415, la noblesse française est décimée, le pays en proie aux guerres civiles entre Armagnac et Bourguignon, et le traité de Troyes, signé en 1420, remet la couronne de France au roi d'Angleterre Henri V et à ses descendants. À la mort prématurée de ce dernier, en 1422, son fils Henri VI, encore enfant, est proclamé roi de France et d'Angleterre sous la régence du duc de Bedford. Ce dernier, énergique administrateur et habile stratège, entreprend de consolider l'occupation anglaise dans le nord et dans l'ouest du royaume. Orléans devient alors la clé du destin français. Le siège d'Orléans, commencé en octobre 1428, doit achever la soumission du Val-de-Loire et ouvrir la route de Bourges, refuge du dauphin Charles. C'est dans ce moment de désespoir qu'apparaît Jeanne d'Arc, jeune fille originaire de Domrémy, affirmant agir sous la mission divine de libérer la France et de faire sacrer le roi à Reims. Son arrivée à Chinon au mois de février 1429 bouleverse la situation politique et militaire. Grâce à son énergie et à sa foi communicative, elle obtient audience auprès du dauphin et parvient à convaincre les capitaines français de reprendre l'offensive. Après une série d'assauts brillamment menés, Jeanne et les forces françaises réussissent à lever le siège d'Orléans le 8 mai 1429. Cette victoire, au-delà de son importance stratégique, provoque un élan moral considérable. Les soldats français, naguère démoralisés, recouvrent confiance en eux et l'autorité du dauphin s'en trouve renforcée. Cependant, les Anglais ne renoncent donc pas. Plusieurs garnisons tiennent encore des positions fortes le long de la Loire, notamment à Meung-sur-Loire, Beaugency et Jargeau. Ces trois places constituent une ligne de défense cruciale pour les forces anglaises du duc de Bedford, car elles assurent le contrôle des ponts et la surveillance des voies fluviales. Le commandement de Jargeau était confié à William de la Pole, comte de Suffolk, capitaine expérimenté et loyal serviteur de la couronne anglaise. Suffolk dispose d'une garnison composée de plusieurs centaines d'hommes, principalement des archers anglais et des mercenaires écossais ou gascons passés à la solde anglaise. Les fortifications de la ville, bien que de taille modeste, sont solides. Un rempart de pierre, des tours à intervalles réguliers et surtout un pont fortifié sur la Loire, reliant la rive gauche à la rive droite et permettant la communication avec la route d'Orléans. Après la libération d'Orléans, les stratèges français, en particulier le duc d'Alençon, compagnon proche de Jeanne, décident de lancer une campagne de nettoyage de la vallée de la Loire. Leur but est double: consolider la victoire récente et ouvrir la voie au sacre du roi. Ainsi, au début du mois de juin 1429, une armée française d'environ 3000 hommes se rassemble à Orléans. Cette armée, bien que numériquement inférieure aux effectifs que les Anglais pourraient théoriquement aligner, est animée d'un enthousiasme nouveau. Les capitaines français comprennent qu'il faut frapper vite avant que Bedford ne puisse envoyer des renforts. Parmi les chefs présents figurent Jean d'Orléans, comte de Dunois, Étienne de Vignolles dit La Hire, Pothon de Xaintrailles, le duc d'Alençon, et bien sûr Jeanne d'Arc, dont l'influence morale sur les troupes est déterminante. Le départ d'Orléans vers Jargeau s'effectue dans une atmosphère d'exaltation religieuse et militaire. Jeanne, portant son étendard blanc semé de fleurs de lys et du nom de Jésus, chevauche en tête.
Les chroniqueurs rapportent qu'elle exhorte les soldats à se confesser et à se purifier avant la bataille. Son autorité, bien que contestée par certains nobles, est désormais reconnue sur le champ de bataille. En chemin, l'armée française rencontre peu de résistance. Les villages environnants, lassés des réquisitions anglaises, accueillent les troupes du roi avec soulagement. Le 10 juin, les Français arrivent en vue de Jargeau. La ville est solidement tenue et les murailles sont garnies d'archers prêts à défendre la position. Suffolk, conscient de la valeur symbolique et stratégique de la cité, envoie des messagers demander des renforts à Meung et à Beaugency, mais ces derniers n'ont pas le temps d'arriver. Le siège de Jargeau commence aussitôt. Les Français installent leurs canons, artillerie encore rudimentaire à cette époque, mais déjà capable d'endommager les fortifications. Les bombardes et coulevrines ouvrent le feu sur les murs, tandis que les troupes de Lahire et de Xaintrailles se préparent à l'assaut. Jeanne d'Arc, quant à elle, parcourt les lignes pour encourager les hommes et veiller à la discipline. Contrairement à une légende postérieure, elle ne commande pas militairement les opérations, mais son rôle psychologique est essentiel. Dans la soirée du 10 juin, les bombardements français provoquent des brèches dans la muraille. Les Anglais postés sur les tours répliquent par des tirs nourris d'arbalètes et d'arquebuses. Plusieurs soldats français sont blessés, mais la pression continue. Les témoignages contemporains indiquent que Jeanne fut blessée légèrement à l'épaule par une pierre ou une flèche, mais refusa de se retirer. Sa présence galvanise les troupes qui, malgré la fatigue, redoublent d'efforts. Dans la nuit, un parlementaire anglais se présente pour négocier, mais les conditions françaises sont dures. Reddition immédiate et sans condition. Suffolk espère encore tenir jusqu'à l'arrivée de secours et refuse. Le lendemain, 11 juin, dès l'aube, les bombardes reprennent leur œuvre destructrice. Les ingénieurs français concentrent le feu sur une portion affaiblie du mur oriental, où une brèche s'élargit peu à peu. Les capitaines décident d'un assaut général. Jeanne, portant son étendard, se place au pied de l'échelle et exhorte les soldats à monter sans crainte. Selon plusieurs chroniqueurs, c'est elle qui, la première, s'avance sous le feu ennemi, criant que Dieu combat pour la France. Cette image, qu'elle soit exacte ou embellie par la tradition, illustre l'esprit du moment. La guerre devient pour les Français une croisade de délivrance nationale. L'assaut est terrible. Les archers anglais tirent sans relâche, les pierres volent, les échelles vacillent, mais la brèche finit par céder. Les hommes de Lahire et de Dunois s'engouffrent dans la ville basse, repoussant les défenseurs vers le centre. Le combat se poursuit dans les rues étroites, au milieu de la fumée et des cris. Les Anglais se battent avec acharnement, mais la supériorité du nombre et l'élan français sont irrésistibles. Suffolk comprend que la position est perdue. Il tente d'organiser une retraite vers le pont, espérant gagner la rive opposée, mais la foule des soldats paniqués encombre les passages. Les Français parviennent à s'emparer du pont fortifié et ferment toute issue. Le comte de Suffolk, acculé, finit par demander quartier. Il se rend à Jean d'Orléans en échange de la vie sauve pour ses hommes. La garnison anglaise capitule. La bataille de Jargeau est terminée. Cependant, cette victoire acquise en 2 jours n'est pas seulement un succès militaire. Elle marque une rupture psychologique dans la guerre. Pour la première fois depuis des décennies, une armée française menée par des nobles divisés et une femme inspirée par la foi a réussi à prendre d'assaut une place anglaise bien défendue. La nouvelle de la victoire se répand rapidement dans la région, déclenchant un immense espoir parmi les populations françaises. La prise de Jargeau en ce mois de juin 1429 constitue un tournant décisif dans la campagne de la Loire. À peine les combats terminés, Jeanne d'Arc et les capitaines français comprennent l'importance stratégique du succès. La Loire, artère centrale du royaume, devient enfin une ligne de communication sûre entre le centre et le nord de la France. La route vers Reims, longtemps barrée par les garnisons anglaises, semble désormais s'ouvrir. Le lendemain de la reddition de Jargeau, les Français procèdent à l'inventaire du butin et à la réorganisation de la ville. Les prisonniers anglais, parmi lesquels se trouvent plusieurs chevaliers de renom, sont traités conformément aux usages de la guerre féodale, c'est-à-dire susceptibles de rançon. William de la Pole, comte de Suffolk, est capturé personnellement par Jean d'Orléans, qui se réserve le droit de sa rançon, estimée à une somme considérable. La discipline imposée par Jeanne et les capitaines empêche les excès habituels des troupes victorieuses. Contrairement à d'autres sièges, on ne signale ni massacre ni pillage excessif.
Cette attitude contribue à renforcer la légitimité morale du camp français, désormais perçu non plus comme une armée de brigands, mais comme une force de libération. Jeanne, consciente de la valeur symbolique de cette victoire, ordonne que l'on célèbre une messe d'action de grâce dans l'église de la ville. Les soldats y assistent en armes, tandis que les habitants, émus et reconnaissants, acclament la pucelle comme l'instrument de la Providence. Dès le surlendemain, le duc d'Alençon convoque un conseil de guerre. Il y est décidé que l'armée ne s'arrêtera pas à Jargeau. L'objectif est de poursuivre immédiatement la campagne le long de la Loire pour reprendre Meung et Beaugency, deux autres bastions anglais dont la chute affaiblirait irrémédiablement la position du duc de Bedford dans la région. Le mouvement rapide devient la clé de la stratégie. Les Anglais, dispersés et surpris par la vigueur française, ne peuvent mais réagir avec la promptitude nécessaire. Le souvenir de la levée du siège d'Orléans et la prise de Jargeau en quelques jours créent un climat de panique dans leur garnison. Les capitaines anglais, conscients de la difficulté de défendre des positions isolées sans soutien, envisagent même de se replier vers Paris. Cependant, Bedford ne veut pas abandonner la Loire sans combattre. Il tente de concentrer des renforts autour de Beaugency sous le commandement de Talbot et de Scales, mais ces derniers arrivent trop tard pour sauver Jargeau. Pendant ce temps, l'armée française se remet en marche le 13 juin, traversant la campagne verdoyante du Val-de-Loire. Les habitants, qui ont longtemps souffert des exactions anglaises, fournissent des vivres et des chevaux, renforçant ainsi la logistique de l'armée royale. Les chroniqueurs rapportent que Jeanne chevauche en tête, encourageant les soldats à ne pas faiblir et affirmant que Dieu leur donnera encore d'autres victoires avant la fin du mois. Cette foi inébranlable, qu'on la juge mystique ou stratégique, agit comme un ciment moral entre des troupes d'origines diverses. Dans cette armée, on trouve des chevaliers de haute noblesse, des routiers aguerris, des arbalétriers des villes, mais aussi des volontaires attirés par la réputation de la pucelle. Le sentiment national, encore embryonnaire à cette époque, commence à se forger autour de cette idée de libération du territoire sous le signe du roi légitime. Lorsque les Français atteignent Meung-sur-Loire, ils découvrent une garnison anglaise hésitante, peu désireuse de se battre après la chute de Jargeau. Les Anglais évacuent rapidement la ville haute pour se concentrer dans le château. Les Français, suivant les conseils tactiques du duc d'Alençon, décident de ne pas s'enliser dans un siège long et préfèrent en couper les communications. Le pont sur la Loire est pris d'assaut et occupé sans grande résistance. Ce succès logistique permet de verrouiller le passage du fleuve et d'isoler les forces anglaises restantes à Beaugency. Là encore, Jeanne d'Arc insiste pour maintenir la pression. Sa vision stratégique, bien qu'intuitive, se révèle d'une efficacité remarquable. Elle comprend que seule une série de victoires rapides peut convaincre les hésitants de rejoindre la cause du roi Charles. Au fil des jours, les succès militaires s'enchaînent et la rumeur de la pucelle victorieuse se propage à travers le royaume. À Beaugency, les Anglais, commandés par John Talbot et Thomas Scales, tentent de résister. Mais les Français, renforcés par l'arrivée du célèbre capitaine Arthur de Richemont, connétable de France, prennent le dessus. Cette alliance entre la pucelle et le connétable marque un événement politique d'importance, car elle symbolise la réconciliation progressive entre les différentes factions françaises. En effet, Richemont, longtemps en disgrâce auprès de Charles VII, rejoint la cause royale grâce à l'influence du succès de Jeanne. La victoire de Beaugency, acquise vers le 17 juin, achève la libération de la Loire. Les trois principales places anglaises de la région, Jargeau, Meung et Beaugency, sont désormais aux mains des Français. Cette campagne, parfois appelée campagne de la Loire, représente une prouesse logistique et tactique exceptionnelle pour l'époque. En moins de 15 jours, les forces françaises ont mené 3 sièges victorieux, ce qui prouve une coordination inhabituelle et un moral d'acier. Dans cette séquence, la bataille de Jargeau occupe une place centrale, car elle inaugure le cycle de victoires qui culminera quelques jours plus tard à la bataille de Patay. C'est en effet après la chute de Jargeau et de Beaugency que les Anglais tentent une dernière manœuvre pour ralentir la progression française. Talbot, Scales et Fastolf, regroupant environ 2500 hommes, marchent vers le nord pour intercepter l'armée de Jeanne. Mais la rapidité du mouvement français leur est fatale. Surpris à Patay, le 18 juin, les Anglais subissent une défaite écrasante, où leurs archers, habituellement redoutables, sont pris de flanc avant même de pouvoir planter leurs pieux défensifs.
Patay devient ainsi une revanche éclatante d'Azincourt, symboliquement et moralement. Les chroniqueurs contemporains décrivent ces événements comme une véritable inversion du destin. Pendant des décennies, les Anglais avaient dominé la guerre, infligeant aux Français des humiliations successives. Désormais, sous l'impulsion d'une jeune fille sans formation militaire, le cours du conflit s'inverse. Mais au-delà de l'aspect miraculeux souvent mis en avant par les récits postérieurs, il faut souligner le rôle des réformes militaires en cours. Les Français commencent à adopter une organisation plus centralisée, fondée sur la fidélité au roi plutôt qu'aux seigneurs particuliers. Les campagnes de la Loire témoignent de cette évolution. On y observe une coordination entre l'artillerie, l'infanterie et la chevalerie, ainsi qu'une logistique efficace. La victoire de Jargeau a ainsi contribué à démontrer que la guerre moderne ne dépend plus uniquement du courage individuel, mais aussi de la discipline et de la stratégie. Sur le plan politique, la nouvelle du succès se répand rapidement à Bourges, où réside le dauphin. Charles VII, jusque-là prudent, voit enfin se dessiner une possibilité de reconquête durable. Il convoque ses conseillers et décide de se préparer au sacre à Reims, acte symbolique qui doit consacrer sa légitimité. L'idée du sacre, qui pouvait paraître chimérique quelques mois plus tôt, devient soudain plausible grâce à la maîtrise de la Loire et à la série de victoires de Jeanne. Dans tout le royaume, les partisans du roi reprennent espoir. Les villes hésitantes commencent à se rallier et même certaines garnisons bourguignonnes envisagent des négociations. Toutefois, la tâche reste immense, la France demeure divisée et les Anglais tiennent encore Paris, la Normandie et de vastes territoires dans le nord. Bedford, apprenant la chute de Jargeau, mesure la gravité de la situation. Dans ses lettres au régent d'Angleterre, il décrit Jeanne comme une sorcière ou une instrument de la superstition française, tentant ainsi de discréditer l'ennemi auprès de l'opinion anglaise. Mais derrière cette propagande transparaît une inquiétude réelle. Les victoires de la Loire ont brisé le mythe de l'invincibilité anglaise. Le prestige militaire des archers, fondé sur des décennies de succès, se trouve ébranlé. Dans les campagnes, les populations françaises reprennent confiance et refusent de fournir des vivres aux garnisons ennemies. Ce phénomène d'adhésion populaire, que l'on pourrait qualifier de patriotisme naissant, s'amorce véritablement après Jargeau. Jeanne d'Arc, dans ses lettres adressées aux villes et aux chefs, insiste sur la continuité du combat. Elle y rappelle que la libération d'Orléans et de Jargeau n'est qu'un commencement, et que Dieu veut voir le roi sacré à Reims. Son autorité morale grandit de jour en jour. Même les plus sceptiques reconnaissent qu'elle inspire un enthousiasme et une discipline sans précédent. Son attitude après la victoire est exemplaire. Elle refuse tout triomphalisme personnel et attribue la gloire uniquement à Dieu et au roi. Cette humilité, jointe à son courage, renforce encore son aura. Après les victoires consécutives d'Orléans, de Jargeau, de Meung et de Beaugency, la France entre dans une phase nouvelle de la guerre de Cent Ans. L'élan provoqué par ces succès redonne au camp du roi Charles une cohésion que le pays n'avait pas connue depuis plusieurs décennies. L'influence morale de Jeanne d'Arc dépasse désormais les limites de l'armée pour toucher le cœur du peuple et des institutions. Les chroniqueurs contemporains tels que Perceval de Cagny ou Le Bourgeois de Paris notent avec étonnement cette transformation de l'atmosphère politique. Les rumeurs de défaite constantes cèdent la place à l'espoir et les sermons dans les églises évoquent « la main de ce désadine Todadoda » et lors de la main de Dieu revenu en France. La bataille de Jargeau apparaît rétrospectivement comme la première pierre de cette reconstruction. Sans cette victoire rapide et éclatante, la libération de la Loire n'aurait sans doute pas été possible. Mais au-delà de son rôle stratégique, Jargeau révèle plusieurs mutations profondes dans la manière de faire la guerre et de concevoir la souveraineté. D'abord, sur le plan militaire, elle illustre la montée en puissance de l'artillerie. Depuis les premières années du XVe siècle, les Français expérimentaient l'usage des bombardes et des canons à poudre noire, mais ces armes demeuraient bien souvent symboliques. À Jargeau, pour la première fois, leur emploi systématique ouvre la voie à une brèche décisive dans les murailles. Cet usage annonce la fin progressive des sièges interminables caractéristiques du Moyen Âge classique. Ensuite, la bataille démontre la valeur du commandement coordonné. Le duc d'Alençon, Dunois, La Hire et Jeanne, malgré leurs différences sociales et tempéramentales, coopèrent avec une efficacité rare. Cette coopération témoigne d'une évolution vers une conception plus nationale de la guerre.
où l'intérêt du royaume prime sur les querelles féodales. L'influence de Jeanne, bien que spirituelle, agit aussi comme un facteur d'unité tactique. Elle parvient à apaiser les rivalités entre capitaines, à maintenir la discipline et à transformer la ferveur religieuse en énergie militaire. Cette synergie entre foi, stratégie et technique constitue le véritable secret du succès de Jargeau. Sur le plan politique, la victoire offre à Charles VII l'occasion d'affermir sa légitimité. Jusque-là, le dauphin vivait dans une sorte de semi-exil à Bourges, entouré d'une cour appauvrie et divisée. Les victoires de la Loire changent tôt la donne. Elles lui rendent une armée, un prestige et un territoire. Les ambassades étrangères commencent à le traiter non plus comme un prétendant mais comme un souverain effectif. Les villes du centre et de l'Est, autrefois hésitantes, se rallient peu à peu. Bourges, Blois, Tours, puis Reims se déclarent prêtes à recevoir le roi. Le sacre, objectif spirituel et politique que Jeanne d'Arc proclame dès son arrivée à Chinon, devient l'étape suivante. La bataille de Jargeau, en consolidant la vallée de la Loire, ouvre précisément le couloir qui permettra cette marche vers Reims. Entre juin et juillet 1429, cette marche s'apparente à un pèlerinage armé. L'armée traverse des territoires maghéo encore incertains, mais l'effet psychologique des victoires précédentes Pompée suffit souvent à obtenir la soumission des cités sans combat. Aux portes de Reims, la population, d'abord prudente, finit par accueillir le roi avec enthousiasme. Le 17 juillet 1429, Charles VII est sacré dans la cathédrale, en présence de Jeanne tenant son étendard. Cette cérémonie, qui résonne dans tout le royaume, consacre la légitimité du souverain et transforme définitivement la guerre en une lutte nationale. Or, sans Jargeau, ce couronnement eût été impossible, car la route eût demeuré barrée par les Anglais. De ce point de vue, la bataille représente plus qu'un simple épisode militaire. Elle marque le passage d'une guerre féodale à une guerre de libération. La figure de Jeanne, instrument du divin pour certains, stratège inspiré pour d'autres, incarne cette mutation. Elle fait entrer la foi dans la politique et la guerre dans une dimension morale. Cependant, il serait naïf de croire que la victoire de Jargeau et ses suites suffisent à résoudre les problèmes structurels du royaume. La France reste exsangue, ses finances ruinées, ses routes dévastées et les rivalités entre seigneurs toujours présentes. Le sacre ne met pas fin à la guerre, il en change seulement le sens. Bedford, depuis Rouen, prépare la riposte. L'Angleterre ne peut se permettre de perdre le fruit de 30 années de conquête. Dans les mois qui suivent, les escarmouches reprennent, notamment dans la Beauce et la Champagne. Les Anglais cherchent à regagner du terrain, tandis que les Bourguignons, alliés fluctuants, observent avec méfiance la montée de la puissance royale. Mais malgré ces difficultés, l'impulsion née à Jargeau ne s'éteint pas. Les Français disposent désormais d'un modèle de victoire reproductible. Rapidité, coordination, usage de l'artillerie et morale élevée. Ces principes, appliqués plus tard par les compagnies royales permanentes, annoncent la modernisation de l'armée française. Sur le plan symbolique, Jargeau devient rapidement un lieu de mémoire. Des chroniqueurs comme Alain Chartier ou Thomas Bazin évoquent dans cette bataille comme la première victoire entièrement française depuis des générations. La figure de Jeanne y est toujours centrale, mais les textes insistent aussi sur la solidarité des capitaines. Dans la mémoire collective, Jargeau devient l'exemple parfait de la collaboration entre la foi et la raison militaire. Les générations suivantes, notamment sous Louis XI et François Ier, citeront encore cet épisode comme un modèle de reconquête nationale. L'étude moderne de la bataille permet également de mieux comprendre le contexte socio-économique du conflit. Les campagnes du Val-de-Loire, prospères au début du XIVe siècle, ont souffert de la guerre et des épidémies. Les populations, lassées de l'occupation et des impôts, voient dans l'arrivée des troupes françaises une délivrance. Les sources locales témoignent de scènes d'allégresse, mais aussi de la peur persistante d'un retour des Anglais. C'est pourquoi Jeanne insiste sur la nécessité de poursuivre la guerre jusqu'à l'expulsion complète de l'ennemi. Cette détermination se manifeste dans ses lettres postérieures, notamment celle adressée aux habitants de Tournai, où elle évoque la bataille de Jargeau comme une promesse de victoire totale si la foi reste forte. Pourtant, dès l'année suivante, le destin de la Pucelle bascule. Après le couronnement de Reims, la politique reprend ses droits. Les conseillers du roi, désireux de négocier avec les Bourguignons, freinent les ardeurs guerrières.
Jeanne, frustrée par cette inertie, décide de poursuivre la guerre à son compte, ce qui la conduit à Compiègne et à la capture. Mais même sa chute ne parvient pas à effacer l'héritage de Jargeau. La campagne de la Loire demeure inscrite dans la mémoire nationale comme le moment où la France a retrouvé confiance en elle-même. Dans les décennies suivantes, la monarchie s'appuiera sur cette mémoire pour légitimer sa centralisation. Les institutions militaires permanentes, créées par ordonnance de Charles VII en 1445, s'inspirent directement des leçons tirées des victoires de la Loire. L'artillerie, organisée par les frères Bureau, devient la meilleure d'Europe, et la tactique d'assaut rapide utilisée à Jargeau trouve son prolongement dans les conquêtes de la fin du siècle. En somme, Jargeau ne fut pas seulement une bataille gagnée, mais un laboratoire de la modernité française. D'un point de vue historiographique, l'événement fascine les chercheurs contemporains par la rareté des sources directes. Les récits disponibles proviennent surtout de témoins français, souvent enclins à glorifier Jeanne et à minimiser le rôle des autres capitaines. Cependant, des documents anglais tels que les lettres de Suffolk et les rapports au duc de Bedford confirment l'ampleur du désastre. Ils évoquent la surprise, la rapidité et la détermination française comme des éléments déterminants. L'étude des vestiges archéologiques de Jargeau, notamment les restes de la muraille et du pont fortifié, permet de reconstituer partiellement le déroulement de l'assaut. Les analyses balistiques modernes montrent que les canons français, bien que primitifs, avaient atteint une efficacité suffisante pour fragiliser les tours en moins d'une journée. Ces données confirment la véracité du récit des chroniqueurs sur la brèche décisive. La topographie du site, marquée par la proximité immédiate du fleuve, explique aussi la rapidité du succès. La maîtrise du pont permit d'enfermer la garnison et de couper toute retraite. Ainsi, la géographie elle-même joua un rôle crucial. Dans cette perspective, Jargeau illustre la convergence rare entre terrain technique et moral. La Loire, fleuve de la vie française, devient littéralement le théâtre de la résurrection du royaume. La mémoire de la bataille de Jargeau, inscrite dans la trame de la guerre de Cent Ans, ne se limite pas à un simple épisode militaire du XVe siècle. Elle symbolise une transformation profonde du rapport entre la nation française et sa propre souveraineté. À long terme, les effets politiques, sociaux et culturels de cette victoire s'étendent de bien au-delà de son contexte immédiat. D'un point de vue militaire, Jargeau marque le moment où les forces françaises passent de la défensive à l'offensive. Jusque-là, la guerre avait été subie, ponctuée de désastres comme Azincourt, Poitiers ou Crécy. À partir de Jargeau, la dynamique s'inverse. Le royaume de France prend l'initiative stratégique. Les Anglais, jusque-là maîtres du terrain, se retrouvent contraints à réagir. Cette inversion psychologique de la guerre, souvent sous-estimée, est essentielle à la compréhension du redressement capétien. En effet, une armée victorieuse croit en elle-même, et cette confiance devient une arme aussi puissante que l'épée ou le canon. Les chroniqueurs décrivent des soldats chantant avant les assauts, persuadés que Dieu combat à leur côté. Ce sentiment, né à Orléans et consolidé à Jargeau, alimente toute la campagne jusqu'à Patay et Reims. D'un point de vue technique, Jargeau ouvre la voie à une modernisation des structures militaires. L'usage de l'artillerie, la coordination entre les corps d'armée, la discipline imposée par Jeanne et les capitaines, tout cela annonce les réformes de Charles VII et de ses successeurs. Après la guerre, les frères Bureau, héritiers spirituels de cette tradition, développeront une artillerie redoutable qui fera la force de la France dans la seconde moitié du XVe siècle. Ainsi, ce qui fut au départ un siège provincial se transforme en un modèle stratégique fondateur. Sur le plan politique, la victoire contribue à restaurer la monarchie française dans son autorité morale. Le roi, longtemps perçu comme un prince sans royaume, redevient le centre légitime du pouvoir. Les seigneurs, même les plus indépendants, comprennent que l'avenir passe désormais par l'unité autour de la couronne. Ce processus, amorcé à Jargeau et consolidé à Reims, prépare la centralisation monarchique des siècles suivants. On peut dire, sans exagération, que la monarchie absolue trouve ses racines dans les victoires de la Loire, car elle réconcilie l'idée de roi et celle de nation. Dans l'imaginaire collectif, Jeanne d'Arc devient la médiatrice de cette réconciliation. La bataille de Jargeau, première victoire qu'elle remporte après Orléans, fixe son image héroïque, celle d'une jeune fille inspirée, guidant les armes du roi vers la victoire.
Les artistes, poètes et chroniqueurs du XVe et du XVIe siècle s'en empareront abondamment. Dès la fin du XVe siècle, des représentations iconographiques de la pucelle la montrent brandissant son étendard devant les murs de Jargeau, souvent confondus avec les scènes d'Orléans. Cette confusion témoigne de la force symbolique du lieu. Jargeau devient synonyme de délivrance et de foi victorieuse. Les générations suivantes, notamment sous Henri IV et Louis XIII, redécouvriront ces récits à travers les chroniques compilées par Jean Chartier ou par la chronique de la Pucelle. Au XIXe siècle, lorsque la France cherche à reconstruire son identité après les bouleversements révolutionnaires et napoléoniens, la bataille de Jargeau retrouve une place de choix dans la mémoire nationale. Les historiens romantiques, tels que Michelet, voient en Jeanne d'Arc l'incarnation de l'âme française et interprètent la victoire de Jargeau comme le symbole du réveil du peuple contre l'occupation étrangère. Dans ses pages enflammées, Michelet décrit Jargeau non pas comme un simple affrontement, mais comme la première parole de la France retrouvée. Cette lecture nationaliste, bien que teintée d'anachronisme, contribue à faire de Jargeau un mythe fondateur. Dans le même temps, l'érudition du XIXe siècle redécouvre les archives. Des érudits comme Quicherat ou Vallée de Viriville publient les procès, les lettres et les chroniques, permettant de replacer la bataille dans sa chronologie exacte. On apprend ainsi que le siège n'a duré que 2 jours, du 10 au 12 juin 1429, et que la coordination entre Jeanne, le duc d'Alençon et Dunois fut exemplaire. Ces travaux montrent aussi que le rôle de Jeanne, bien que décisif sur le plan moral, s'inscrit dans un ensemble collectif où la noblesse française a su mettre de côté ses divisions. Le XXe siècle, marqué par 2 guerres mondiales, redonne à Jargeau une résonance particulière. Pendant l'occupation allemande, des écrivains et résistants évoquent la bataille comme un précédent héroïque. Dans les discours patriotiques, Jeanne d'Arc et Jargeau deviennent des symboles de résistance et de libération. Après 1945, des commémorations locales s'organisent chaque année dans la ville. Des plaques et des monuments rappellent de l'événement, tandis que les écoles enseignent le rôle de la pucelle dans la reconquête de la France. Les historiens contemporains, quant à eux, tendent à replacer la bataille dans une perspective plus nuancée. Ils insistent sur les facteurs structurels, l'affaiblissement économique de l'Angleterre, les tensions internes de son administration française et la résilience des communautés locales, qui expliquent donc le succès français autant que le charisme de Jeanne. La bataille de Jargeau apparaît alors comme le point de convergence de ces dynamiques. En analysant la logistique, on constate que les Français disposaient d'un avantage décisif. La proximité d'Orléans leur permettait de recevoir rapidement des vivres et des renforts, tandis que les Anglais, isolés, dépendaient de communications fragiles avec la Normandie. Le génie de Jeanne et de ses capitaines fut de comprendre cette réalité géographique et de frapper avant que Bedford ne puisse concentrer ses forces. Ce sens du timing, cette intuition stratégique distingue Jargeau des combats précédents. Dans une guerre souvent dominée par l'attentisme, la rapidité d'exécution fit toute la différence. La ville, située sur la rive gauche de la Loire, était mal adaptée à un siège prolongé. Les Français exploitèrent cette faiblesse avec brio. Aujourd'hui, les vestiges de Jargeau, partiellement détruits au fil des siècles, ne permettent plus de mesurer l'ampleur des fortifications médiévales. Pourtant, des fouilles récentes ont mis au jour des fragments de projectiles de bombardes et des traces de reconstruction datées de la seconde moitié du XVe siècle. Ces découvertes confirment la violence du siège et la nécessité de restaurer rapidement les défenses après la victoire française. La mémoire de ces combats est entretenue par les habitants, fiers d'appartenir à l'un des premiers lieux de la Renaissance française. Chaque année, des reconstitutions historiques rappellent le siège et la reddition du comte de Suffolk, et des historiens locaux publient de nouvelles études, mêlant érudition et fierté régionale. La bataille de Jargeau demeure également un objet de réflexion sur le rôle des femmes dans l'histoire. Jeanne d'Arc, en y jouant un rôle central, bouscule les représentations médiévales du pouvoir et du commandement. Sa présence sur le champ de bataille, son influence morale sur les hommes et son autorité dans la décision montrent que, malgré les cadres patriarcaux de l'époque, une femme pouvait incarner la souveraineté nationale. À ce titre, Jargeau peut être considéré comme l'une des premières victoires remportées sous la direction spirituelle d'une femme dans l'histoire européenne. Ce fait n'a pas échappé aux historiennes contemporaines,
qui y voient une rupture symbolique majeure. Sur le plan historiographique, les débats se poursuivent. Certains chercheurs, notamment dans la tradition anglo-saxonne, minimisent le rôle direct de Jeanne dans la planification tactique du siège, préférant insister sur l'expérience militaire du duc d'Alençon et de Dunois. D'autres, au contraire, estiment que la dimension psychologique et religieuse introduite par Jeanne constitue une innovation stratégique en soi, car elle transforme la guerre en acte de foi collective. Quoi qu'il en soit, le consensus moderne reconnaît que sans son influence, la victoire de Jargeau n'aurait pas été aussi rapide ni aussi décisive. La guerre de Cent Ans, longue et destructrice, se conclura bien plus tard, avec la victoire française de Castillon en 1453, mais l'esprit de cette victoire finale naît véritablement à Jargeau. Entre la levée du siège d'Orléans et la campagne de la Loire, la France a redécouvert son unité, son courage et son roi. C'est pourquoi la bataille de Jargeau, bien que modeste par le nombre de combattants engagés, occupe une place disproportionnée dans la mémoire nationale. Elle est le moment où la France, après un siècle d'humiliation, a repris le contrôle de son destin. En conclusion, la bataille de Jargeau n'est pas seulement un épisode militaire victorieux du mois de juin 1429, mais un jalon fondamental de l'histoire de France. Elle a restauré la confiance d'un peuple, donné au roi Charles VII la légitimité nécessaire à son sacre et démontré l'efficacité d'une nouvelle conception de la guerre. Par la foi, la discipline et la rapidité d'action, les Français y ont trouvé le modèle de leur renaissance. De la poussière des remparts abattus de Jargeau est sortie non seulement une victoire, mais une idée, celle d'une France unie, libre et consciente d'elle-même. Et c'est pourquoi, des siècles plus tard, le nom de cette petite ville de la Loire résonne encore comme celui du premier triomphe de la France retrouvée.